Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je... Épisode bonus cette semaine. Yes. T'es le premier invité, Harout, de l'histoire du podcast en commentaire. Yes. On est un jeune podcast, mais on est super content de t'avoir. Ce qui est bizarre, parce que c'est comme si on fouettait quelqu'un pendant des heures, puis là, il est comme « Yo, les gars, je veux vous parler. » C'est vraiment ça. C'est exactement lui, t'es le négociateur. T'es le négociateur. Nous, on a séquestré un agent immobilier, t'as fait « Guys, uncuff me, we're gonna talk. » Puis nous, on a fait « OK, let's talk. » On est super content de t'avoir. Ceux qui écoutent le podcast bonus, allez écouter l'épisode « Je suis fatigué » pour comprendre pourquoi on a une conversation avec un agent immobilier, un courtier immobilier maintenant. On a mis en ligne un épisode qui a été perçu par des agents immobiliers comme une attaque directe. Ouais. Puis on veut savoir ton input sur l'épisode aussi, puisque toi, tu as ressenti comme agent off the top. So, directement, quand tu as écouté l'épisode, toi, c'était quoi ton feeling? Est-ce qu'avant, tu peux juste te présenter un peu? Tu travailles pour qui? Ça va faire juste ton expertise, tout ça? Oui, absolument. Je suis courtier immobilier. Depuis 2012, je travaille pour la bannière Proprio Direct, surtout Rive-Nord, Laval, Montréal. Et puis, c'est ça, ça fait environ 9 ans que je suis courtier immobilier. Donc, lorsque j'ai vu l'épisode, c'est sûr, c'est venu me chercher, ça. Je dis, là, pas je les écris. Ça va, ouais. Mais, non, c'est ça. Et puis, c'est sûr que je pense que le monde devrait certainement le prendre au 2e degré. Là. J'annonce ça à tout le monde, moi aussi. Prenez ça, même les courtiers immobiliers, calmez-vous. Mais c'est sûr, ça allait faire une vague, les gars. Là. C'est inévitable. Fait que, non, c'est sûr qu'il faut le prendre au 2e degré. Là. 6e degré, même. Le 15e degré. Ça a créé des brûlures aussi au 25e degré. So, écoutez, ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, pendant 20 minutes, moi puis Jacob, on rentre dans une vague de... On est tombé sur le sujet des agents immobiliers parce que moi, je cherche un condo présentement. Puis le marché est en feu. Les agents, comme tu le sais, puis je sais ce qui a été touché, c'est que beaucoup des agents doivent justifier ce qui est vraiment... Puis en passant, si tu veux swear, tu peux swear sur l'épisode, il n'y a pas de problème. Je trouve ça fucking chiant qu'il y a certains agents qui doivent tout le temps justifier leur job. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve triste du métier, c'est que c'est un des seuls métiers où est-ce que tu es tout le temps comme « Yo, je travaille, mais je vous jure que ce que je travaille, c'est de la vraie job. » C'est ça qu'on est rentré dans cette vibe-là, puis je pense qu'on s'est laissé emporter dans cette vague-là. Puis t'es une des personnes qui nous a approchés, t'es comme « Yo, c'était drôle, vous nous avez fouettés, mais j'aime le contenu que vous faites, puis je sais que c'est un show d'humour. Je sais que ce que vous faites, c'est on est des clowns professionnels, c'est notre job. » Mais c'est ça, mais... Vas-y. Vous allez avoir un class action contre vous, comme Jérémy contre Mike Ward. Jérémy contre Mike Ward, ça va être les courtiers immobiliers contre Jacob Conville. Tu nous as fait paraître comme si ça, je t'ai présenté comme t'es dans de faire un podcast pour qu'on parle pas du podcast, parce qu'on voulait en parler récemment, rapidement, mais on veut parler du milieu. Mais ça, en réalité, tu as juste accepté pour nous annoncer que tu nous poursuis en justice. Mais c'est ça. En primaire, je vous annonce, vous allez recevoir les mises en demeure live. C'est la première fois que toutes les firmes d'agents se sont mis ensemble pour attaquer un but. Vous, les 15 000 agents au Québec sont juste directement... C'était plus une compétition, c'est rendu une coopération. Et en fait, on va tous s'entraider. Là, on va mettre quelque chose au clair tout de suite, dès le départ. On va commencer par Jacob. Là, j'ai écouté le podcast. Là, je l'ai réécouté. Je pense que, je ne sais pas combien de vues vous avez, mais 50% des vues, ça doit être moi. J'étais en train de péter d'un côté, de l'autre côté, en train de dire non, ça, c'est pas de sens. So, premièrement, Jacob, t'arrêtes pas de dire les courtiers immobiliers, les agents immobiliers, les courtiers immobiliers, c'est courtier immobilier. C'est courtier immobilier. Tu te corriges, puis tu fais une erreur, bro. Qu'est-ce qui se passe? C'est courtier immobilier. Moi, j'ai souvent dit agent, puis c'est fou que tu dis ça parce que après l'épisode, Jacob a fait ses recherches, puis il m'a dit yo, on est vraiment retardé, c'est des courtiers. Il ne fallait pas dire agent. C'est qu'on n'a plus le droit de dire, je ne me rappelle plus c'est depuis quelle année, mais moi, j'ai la famille de ma blonde sont toutes en construction. Il y a beaucoup d'agents beaucoup de courtiers immobiliers, puis il avait écouté le podcast, puis il m'a vraiment mentionné, super drôle, mais il m'a dit, de un, je te unfollow, je ne veux plus te parler, puis il m'a dit, de deux, on ne dit plus agent immobilier, ça ne se dit plus depuis, je pense qu'il m'avait dit depuis 2014, on dit maintenant courtier immobilier. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a eu ce changement-là? Avant, on était comparé à des vendeurs de chars usagés.
Là, on est rendu plus professionnel, on vend du neuf. Fait que c'est comme un niveau... Du semi-usagé, là. OK. Fait que c'est à cause de ça. OK. Ouais, la loi a changé, la terminologie a changé. En 2010-11, il y a eu une refonte complète des lois qui régissent le courtage immobilier au Québec. Et puis, le gouvernement a instauré une panoplie de nouvelles lois, etc. Puis la terminologie a changé à ce moment-là. Okay. Donc, fait que ça s'appelle courtier immobilier. C'est pas, on fait la même job. Parfait. Fait que si je veux faire chier mes amis qui sont courtiers immobiliers, je vais faire « T'es mon agent préféré! » OK, good. That's it. Fait que ça, c'est pour ça. Ensuite de ça... J'ai tellement peur en passant. Tu sors les notes, je suis en train de suer, ma chemise va finir noire. J'ai cru comprendre que vous cherchez condo, maison ces temps-ci. Ouais, moi, je suis à la recherche active. Ouais. Mes condoléances. Avez-vous fait votre réservation au centre des sans-abri ou pas encore? Parce que c'est fini, là. Il n'y a plus de maison. J'ai 27 ans, j'habite encore chez mes parents. J'ai 27 ans, je suis fiancé, je suis encore chez mes parents. Puis je pense que ça ne va pas changer jusqu'à mes 47 ans quand le marché au Canada va fondre au taux complet, là. Non, mais il m'a même dit que maintenant, c'est quoi? Tu as dit que tu as enlevé un poumon pour le vendre, puis éventuellement peut-être acheter de quoi? Le poumon que j'ai vendu, que je vais opérer avec seulement le droit à la place du gauche, ça, c'est juste pour le extra qu'on va devoir payer pour une unité qui est undervalued déjà. C'est ça, man. C'est ça la réalité ces temps-ci. Mais, fait qu'il y avait juste ça. Avant, si tu peux m'expliquer rapidement, c'est la réalité ces temps-ci, corrige-moi si j'ai tort, des taux d'intérêt qui sont bas. L'épargne des individus a explosé. J'ai vu, je pense, c'est à peu près 27% plus d'épargne chez les Canadiens en 2020 parce que tout est fermé, tu ne peux pas dépenser ton cash nulle part. Maintenant, le marché est chaud. Il y a beaucoup de over-evaluations dans un sens où une unité qui aurait vendu à 350, par exemple, au début de l'année passée, va vendre pour 400 maintenant. Est-ce que tu anticipes qu'il y aura un crash, par exemple, d'ici 2 ans ou 3 ans? Ou est-ce que le marché canadien est juste tellement pas... Il n'y a pas tellement grosse fluctuation que tu as acheté à 400, c'est juste que tu ne vas pas faire un gros profit dans 2-3 ans. OK. Je vais te répondre, mais avant de te répondre, je vais te roast. Vas-y, oui, roast-moi, please. L'autre podcast, tu dis « Oh, les agents, là, bro, t'es pas des économistes, de quoi tu te mêles? Pourquoi tu penses que t'es mieux que ci, t'es mieux que ça, tu prédis le futur? » Puis, qu'est-ce que tu fais comme client quand tu rencontres ton courtier immobilier, bro? Première chose, tu demandes, si tu as un bon achat, tu penses que ça va augmenter ici? Qu'est-ce que tu penses du marché? Le podcast est fini. Moi, je quitte. Ouais? C'est quel, là? C'est quoi qui se passe? Fait que je vais te donner mon opinion. Je ne suis pas économiste, évidemment. Je vais te donner mon opinion. Prenez pas ça pour des faits, évidemment. Mais on peut émettre une opinion, comme n'importe qui peut en émettre une. Est-ce qu'il va y avoir un crash? Ça serait quoi la définition d'un crash? Si c'est comme 30, 40, 50% de baisse de valeur, ça me surprendrait énormément qu'un pays comme le Canada, avec un système bancaire quand même assez solide à travers le monde, le système bancaire canadien est assez bien réglementé, je vais dire. Ça me surprendrait qu'il y ait un crash de ce style-là. Il ne faut pas oublier qu'à Toronto, par exemple, si on regarde les tendances ailleurs aussi, ce qui se passe à Toronto, on en parle à Montréal depuis, je ne sais pas, une décennie, on parle de Toronto comme genre le Twilight Zone, là, les prix augmentent, qu'est-ce qui va se passer, ça va péter. Je pense que c'était en 2017 ou en 2016, il y a eu un genre de, la courbe est montée, puis là, il y a eu comme un petit essoufflement. Une genre de stabilité? C'est ça. Les prix ont commencé à baisser graduellement à travers genre une période de 6 mois, 1%, un demi%, jusqu'à ça a baissé environ de 5 7, 8%, il me semble. Puis là, qu'est-ce que tu penses que ça a fait? Tout le monde qui était en train de vouloir acheter il y a un an, ils se sont dit, bro, 10% off, rabais 10%. Yo, tout le monde s'est jeté dessus, les prix ont augmenté. Ça a récupéré puis c'est monté. Fait que peut-être quelque chose comme ça peut arriver au Québec aussi, mais ça me surprendrait qu'il y ait un crash. Certainement, un stade futur, là, on ne sait pas quand, il va y avoir une certaine stabilité. C'est inévitable, ça ferait du sens. Mais ça me surprendrait qu'il y ait un crash complet. En tout cas, personnellement, je ne le vois pas arriver de cette façon-là. Mais certainement, une stabilité s'en vient. Puis quand, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais je pense que ça va plus être l'année prochaine, sinon l'année d'après.
Ça OK. ne sera pas d'ici la fin de l'année. Ça ne regarde pas, en tout cas, ça ne regarde pas comme ça pour l'instant. Comme quelqu'un qui cherche à acheter maintenant ne peut pas se dire je vais attendre l'année prochaine pour que ça crash parce qu'en fin de compte, on voit plus une stabilité ou des diminutions vraiment minimes que, par exemple, une unité. Là, maintenant, je pense que le problème, puis corrige-moi si j'ai tort, c'est vraiment le overbidding, right? C'est comme le fait que le monde sont en train de mettre, ils vont dire je vais vendre ma mère pour acheter ton condo. Comme, je te donne, ma mère va être ta femme de ménage, juste donne-moi ton condo. Je lisais un article, il y a des voisins qui se faisaient harceler par leurs voisins pour qu'ils vendent la maison à un ami. Please, vends la maison à mon ami. Je te paye un voyage, je travaille dans une shop de moto, je te donne une moto gratuite, ce genre de choses-là. Ils pensent que le gouvernement, c'est juste eux autres qui ont des enveloppes brunes. Bon, nous, on peut avoir des enveloppes brunes, mais c'est des sidous puis des piscines hors terre. Exactement. So, c'est plus le over-evaluation qui est le problème maintenant, right? Ben, en fait, oui, mais d'un autre côté, quand tu regardes comment tu détermines la valeur marchande d'un produit quelconque, offre et demande, t'as raison. Ouais, offre et demande. Tu es prêt à payer X $, c'est ça que ça vaut. C'est ça que ça vaut. Okay. Tu comprends? Fait faut comprendre que quand il y a du overbid et tout ça, ben, au final, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à payer ce prix-là. Fait que la valeur, c'est ça. Quand le monde dit non, ça ne vaut pas ça, ben, ça vaut quoi alors? Si quelqu'un. Il y a eu 25 offres, puis il y en a 5 qui ont payé 80 000 de plus, ben, ça vaut 80 000 de plus. Ouais. So, il y a l'offre et la demande. Qu'est-ce qui fait que il pourrait avoir un crash ou quoi que ce soit? Ben, c'est si l'offre augmente considérablement et surpasse nettement la demande, fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, l'effet inverse va arriver, mais ça me surprendrait. Les taux d'intérêt ne vont pas monter drastiquement là, dans les prochaines années. Ça va monter, ça commence déjà un peu, mais les taux d'intérêt qui sont bas, qu'est-ce qui fait que le marché est comme ça en ce moment? Personne ne veut vendre la maison. J'ai plein de clients qu'on jase en début d'année pour vendre la maison, etc. Puis là, d'habitude, la saison haute commence au mois de mars-avril au Québec, d'habitude. Mais mars-avril, l'année passée, le COVID est arrivé. Tout le monde a mis ça sur la glace. Ouais. Fait que, même les personnes les plus sceptiques de la COVID, qui ne croient pas, là, comme c'est pas une pandémie, c'est le gouvernement, il n'y a pas de virus. Même ce monde-là, là, même Jacob. Même moi, je suis un conspirationniste. Hey, qu'est-ce que tu fais à tousser? Le gars, il dit que même si la COVID n'existe pas, il vient de tousser son poumon. C'est ça. J'ai fait comme 8 tests de COVID depuis le début de la COVID. Oubliez ça, je suis négatif tout le temps. J'ai adoré voir les agents, les courtiers immobiliers. J'arrête pas de me corriger, les courtiers immobiliers pendant la COVID parce que c'était les premiers qui sont comme. Vous êtes une des clientèles qui est tout le temps en train de sauter de personne à d'autres. Et vous êtes comme, yo, foutez-moi des tests de COVID dans le cul. On veut travailler, let's go. Il faut qu'on se remette à pousser ça parce que. Est-ce qu'autour du mois de mars-avril, le fait que tout a été mis sur la glace, tu penses que ça veut dire que maintenant le monde sont plus chauds à vendre? Ben, non, on pensait que ça. Non, mais c'est ça, c'est parce que après le mois de mai, l'année passée, le marché a réouvert. Évidemment, il n'y avait pas encore une bonne compréhension de la COVID. Personne ne voulait rien. Comme c'était beaucoup d'incertitudes. Mais graduellement, avec le temps, bon, le monde s'adapte avec la réalité. Mais comme je dis, même le monde qui se disent, bon, ben, OK, je garde mes distances, je mets mon masque, puis tout ça, quand je sors dehors, je vais être correct. Quand tu lui dis, viens, on vend ta maison, puis il dit, OK, mais on dirait que je vais avoir genre 12 000 visiteurs en 3 jours. C'est comme, comment... Fait que le monde, même, il dit, OK, je suis à l'aise à sortir, faire mes affaires, je suis capable pas avec la COVID, mais mettre ma maison en vente, recevoir 600 visiteurs en 4 jours, puis... Fait que non, tu sais quoi? Fait que qui vend? Seulement le monde qui ont besoin de vendre. C'est ça qui arrive. Fait que l'inventaire est chaud parce que seulement ceux qui ont une nécessité de vendre ou quasiment vendent. Ceux qui vendaient pour upgrade ou, je sais pas, on aimerait ça avoir une maison plus grande. C'est ça. On va le faire l'année prochaine. C'est ça. Fait que le monde qui voulait comme plus investir sont plus là à cause de la COVID, sont comme OK, je vais prendre ça un peu plus mollo. C'est plus le monde dans le besoin. Puis si je comprends bien, le fait que, je sais pas si je me trompe, mais le fait qu'il y a eu comme un petit mars-avril que c'est supposé de vendre des maisons, tout ça, mais à cause de la pandémie, est-ce que les banques, le fait qu'ils ont proposé que l'intérêt baisse, est-ce que ça a incité les gens à plus acheter? Est-ce que les banques, c'était plus comme un business-wise qui ont fait comme, tu sais quoi, on va baisser les intérêts pour attirer cette clientèle que déjà à la base, je pense qu'il y avait un peu peur, puis que là, ils voient qu'ils peuvent faire un petit profit, ils font comme, fuck that, je vais sauter dedans, tu sais.
Oh, c'est des pyromanes, les banques, man. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu le feu pogner, puis ils ont dit, tiens, on va mettre un peu de gaz là-dessus. Ouais, À brûler le pays, man. C'est ça qui est arrivé. Ils ont pris la bouteille de fondue chinoise, le petit liquide bleu, juste ça a tout explosé. Moi, j'avais une autre question. Émile, il m'a dit de ne pas poser cette question-là parce que j'ai vouloir retarder mental, mais j'ai quand même la poser parce qu'ici, on est dans 100 commentaires, on tient à le dire. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que moi, j'ai vu 2 fois The Big Short, fait que moi, je sais c'est quoi, OK, l'immobilier, je sais comment ça marche. Mais moi, je me demandais juste, qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Est-ce que ça peut que ça arrive ici, mais à très basse échelle? Peut-être, mais là-bas, il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a énormément, je ne suis pas un expert, OK, mais il y a énormément de ce que je sais, c'est qu'il y a énormément de banques, des petites banques, des banques privées. Banque privée, okay? ouais. Ah, OK. Ouais. Ici, au Canada, on a un système bancaire qui est comme vraiment... C'est le gouvernement. Chose. Le gouvernement canadien a un contrôle, genre, c'est le gouvernement canadien qui dit à n'importe qui... En fait, c'est plus les 6 grandes banques qui disent au gouvernement... Ouais, exactement, ouais. On regarde la réalité, mais mettons que c'est les 6 grandes banques qui décident qu'est-ce qui se passe. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de... Tu sais, au Québec, là, on n'a pas beaucoup de petits prêteurs privés. Tu sais, c'est pas la norme, c'est pas le standard. C'est une quantité négligeable. Fait que c'est pour ça, là-bas, les petites banques, les petits prêteurs prennent plus de risques souvent parce que, bon, ils ont un plus petit marché, ben, ils sont plus assujettis à un risque élevé. Fait que ça peut arriver des choses comme c'est arrivé aux États-Unis. On est beaucoup moins assujettis à des choses comme ça au Canada. Là, okay. Évidemment, comme je dis, je ne suis pas un expert en finance ou en système bancaire canadien, mais il y a définitivement des différences dans la réglementation bancaire canadienne et américain que ça ne se compare pas du tout. Là, sur fait qu'il y a moins des tours de passe-passe côté, comme genre nous, le petit peuple, comme les petites banques privées, il n'y a pas ça parce qu'ils ne peuvent pas faire des tours de passe-passe comme ils ne peuvent pas un peu... Puis je pense qu'il y a plus de contingence aussi pour les prêts, les hypothèques qu'il y avait aux États-Unis, puis surtout dans Big Short, le monde se faisait donner de l'argent gratuitement pour acheter des unités qui n'avaient pas les moyens de se payer. C'est plus ça qui a fait en sorte. C'est plus ça que je me disais, le crash. Vas-y, ouais. Ah, l'AMF, exactement. On a l'AMF aussi, ouais. qui régit tout l'aspect financier, qui est quand même assez dur, mais qui est bien pour le système. Puis, n'oubliez pas, là, on est quoi, 8 millions au Québec? Oui, on est pas beaucoup. Hein. 400 millions aux États. Là. Je veux dire, c'est pas comparable. Le game n'est pas pareil. Là-bas, il y a une opportunité. Tu sais, c'est le big dream, American dream aux États-Unis. Le monde veut faire le cash. Puis, tu sais, il y a des façons de le faire. C'est pas comme ça que ça marche au Québec en temps normal. Nous, on est nés d'un petit pain ici. Ouais, c'est ça. On est né d'un petit pain. À part ça, je voulais clarifier une autre affaire avec, je pense que c'est Émile. Tu dis qu'il y a 1 675 037 courtiers immobiliers au Québec. Il y a 15 039. En réalité, on est une minorité visible. On devrait avoir notre... Vous devriez avoir votre journée internationale. Vous êtes toutes des femmes immigrantes voilées. J'avais une question pour toi. 2 secondes, ça avait lag un peu. J'avais une question pour toi. Il y a 15 000 courtiers. Puis c'est sûr que tu l'avais déjà entendu avant. Il y a énormément de courtiers, Puis beaucoup des propos en passant qu'on avait mentionnés dans le podcast, on était en train de roast un peu le monde qui l'ont fait cette année. Qui ont fait le jump cette année parce qu'ils ont vu une mini-opportunité, comme je vais sauter tout de suite sur l'opportunité pour commencer à devenir un influenceur de l'immobilier, puis je sais pas quoi. Toi, tu hustles, ça fait 10 ans dans le milieu, comme quasiment 10 ans maintenant. Est-ce que tu trouves que la contingence pour le programme est trop lousse? C'est trop facile de devenir courtier? Ou ça te dérange pas? Tu préfères que les courtiers qui rentrent, ceux qui doivent réussir vont réussir, puis ceux qui vont échouer vont échouer. Il va y avoir une sélection naturelle. Ouais, premièrement, tu disais que n'importe quel Mongol qui n'avait pas son 6e année pouvait être courtier immobilier. Tu allais même faire Jacob, tu allais le faire courtier immobilier avec un credit card. On est juste que je croise mes bras. C'est ça. J'ai pas dit mongol, j'ai dit retardé mental. C'est pas la Excuse en passant. Ça, il faut que je le mentionne, puis j'en avais parlé à Jacob. Ouais. Ça, je veux dire, c'est un terme qui est juste sorti sur le flot. On avait bu un petit peu, puis je tapais sur la table, j'étais trop confiant. On va retourner ça. Je veux maintenant, avec des termes rectifiés, oui. La barrière à l'entrée est basse. Tu peux rentrer dans le programme. Si tu passes le programme, tu vas rentrer. Maintenant, je ne sais pas à quel point c'est difficile le programme. Puis tu peux nous dire comme. Est-ce que les tests ont changé? Oui, c'est ça. Est-ce que c'était plus facile maintenant ou c'était plus facile avant?
Ou ça n'a Dans pas le tant que temps, ça c'était changé? facile. OK. Avant 2011-2012, c'était facile. Les examens, c'était facile. Il y avait beaucoup de courtiers qui l'avaient fait dans le temps de l'examen, qui étaient allés, dans le temps où ça s'appelait des agents, ils faisaient un examen, c'était des choix de réponse. C'était beaucoup plus facile. OK. Maintenant, depuis 2012, je faisais partie des premiers groupes. Je pense qu'on était le deuxième groupe qui a fait le nouveau examen qui appelait. Puis à ce moment-là, c'était vraiment difficile. Puis je me souviens, lorsqu'on avait commencé, en fait, pour rentrer dans le cours, pour aller suivre le cours, c'est un cours d'environ 6-7 mois, là, 5 à 7 mois environ. Là. Okay, c'est ça. C'était combien de temps avant le programme? Avant, tu n'étais même pas obligé de faire le cours. Tu pouvais aller passer l'examen si tu voulais directement. Oh, Mon podcast, c'était basé en 2006. c'est ça. Exact. Je suis en train de voir du monde sur des fausses informations. Ouais, excuse-moi, maintenant, c'est quoi la différence? Le cours, quand moi je l'ai commencé, en fait, pour aller suivre le cours, tu as besoin, je pense, c'est juste un secondaire 5. Okay? Tu n'as pas besoin de plus que ça. Par contre, bon, c'est une couple de milliers de dollars. C'est environ 6-7 mois le cours. Mais je me souviens, j'arrive le premier cours. Moi, j'arrive dans le premier cours de courtier immobilier. Moi, en fait, comment je suis devenu courtier? Moi, j'avais commencé à investir en immobilier avant. Fait que le monde autour de moi me posait des questions tout le temps, puis il me disait « Pourquoi tu ne deviens pas courtier? Tu nous aides déjà de toute façon, puis blablabla. » C'est comme ça que c'est arrivé. Fait que je suis allé faire le cours de courtage. Je rentre dans la classe, première classe, c'était un monsieur allemand. Le monde qui écoute le podcast, qui était dans ma classe, vont se reconnaître. Le monsieur, il arrive, il met 50%, il met 50%, 50%, 50%. C'est comme le monde est comme « What the hell? » Fait que là, il dit, OK, ben, vous êtes 33 dans la classe. Il dit, bonjour, je m'appelle Intel. Je ne vais pas le nommer. Vous êtes 33 dans la classe. 50% ne vont pas finir le cours. 50% ne vont pas prendre l'examen. 50% qui prennent l'examen ne vont pas le passer. 50% du monde qui ont passé l'examen ne vont pas être dans la business dans 2 ans. Putain wow. de merde. Ah ouais, c'est fait que Comme, c'est tellement... c'était comme tout le monde était comme, what the hell? Tu sais quoi? C'est là, les chiffres sont là. Ah, c'est bon. On était 33 dans notre cours. Puis on est 1, 2, 3. Je pense qu'on est 3 ou 4 courtiers actifs de ma classe en 2012 aujourd'hui, sur 33 qu'on était. OK, ça c'est à peu près 10% qui reste. Fait que le professeur allemand, il est comme j'ai suivi le protocole de Hitler, on va éradiquer 50%, il est parfait. Tu viens de payer 6-7 000 $ pour rejoindre le cours, t'arrives au premier cours, ça, t'es combien? T'aurais pas pu me le dire avant, bro? C'est quoi ça? Les professeurs sont supposés inspirer la passion, l'espoir. Mais il est bon, lui. J'adore les Allemands. Il vous a dit, il t'a regardé à toi comme, toi tu vas réussir, toi tu vas pas réussir. Toi tu vas réussir, toi tu vas pas réussir. Dans les yeux, direct. Ça. You go to the showers. Ça va être juste... Ça prend un profil très particulier. Je me souviens dans la classe, il y avait du monde, c'était des ingénieurs, vraiment du monde hautement qualifié. Pourtant, c'est pas le monde qui ont fini le cours ou qui ont passé l'examen. Puis il y avait un jeune, je le nommerai pas, mais il va se reconnaître. Il y avait un jeune yo-yo. Tout le monde se disait, qu'est-ce qu'il fait là, lui, tu sais? Puis c'est un excellent courtier aujourd'hui, 10 ans plus tard. C'est un des excellents courtiers. Fait que ça prend un profil très, très particulier pour devenir courtier, pour être courtier. Ouais. Le programme en soi, il n'est pas facile, mais il n'est pas, je veux dire, on ne s'en va pas sur Mars, on n'en va pas des... C'est la médecine. C'est ça, c'est un métier, ça s'apprend, mais comme tu dis, il y a une sélection naturelle qui se fait après. Exactement. Une sélection. Parce que ce qui arrivait souvent avant, puis je pense encore un petit peu plus que maintenant, parce que ça s'est calmé un peu, je pense, mais il y avait un craze autour, moi, de ce que je me rappelle de mes amis qui... C'était comme le choix facile à prendre point de vue études. Sur point de vue études, quand on était tous des étudiants, ceux qui étaient comme « Yo, moi, j'ai pas envie d'étudier, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit, je veux faire courtier. » Mais le problème de ce milieu-là, c'est que les études sont faciles. Tu as ton diplôme de courtier. Mais le hustle, comme tu es mieux d'avoir des couilles en acier parce qu'il n'y a aucune stabilité d'emploi, ton salaire n'est pas garanti. Tu dois faire comme... C'est un des rares emplois où est-ce que c'est un titre, mais c'est une business. Comme même si tu es un employé, c'est une business que tu dois rouler toi-même. Investir dans ton marketing, investir dans tout ce que tu as besoin de faire comme dépenses externes. C'est pour ça que la sélection naturelle, je trouve ça impressionnant maintenant. Puis ce qu'on mentionnait avant, ce qu'on a mentionné dans le podcast, ça fait 10 ans que tu es là-dedans. Si tu es toujours là-dedans, c'est que pendant le temps où est-ce qu'il n'y avait pas ce craze, puis il n'y avait pas tout ce qui était de social media, toi, tu étais en train de swing des cartes d'affaires dans les événements. Je suis sûr que tu avais un stack de cartes d'affaires dans ton suit. Tes doigts saignaient à cause des paper cuts tellement que tu étais en train de faire, je sais pas si tu faisais. C'était juste comme ça. Ça te coûtait 8 500 000 par année de cartes d'affaires parce que c'était vraiment du marketing qui était plus
sur le terrain ou est-ce que tu devais te démerder tout de suite? Comment est-ce que la business pour toi, en tant que tu es un panneau publicitaire dans le fond, parce que quand tu es un agent, tu dois te market plus qu'autre chose. Comment ça a changé pour toi en 2013 puis 2021? Ouais. Oui, point de vue, là, tu as une clientèle régulière, tu as fait ton nom, tu as beaucoup d'expertise, tu as beaucoup de notions. Mais point de vue marketing puis point de vue te défoncer le cul, est-ce que tu préférais la game avant ou maintenant? Même l'approche du client, est-ce qu'elle a changé? Comme qu'est-ce qu'il vient de dire? Genre, est-ce que tu es plus, comme j'ai un exemple, comme avant, c'était quoi tes approches pour attirer plus de clientèle? Tandis qu'aujourd'hui, est-ce que tu sautes plus vers les social media? Est-ce que tu restes quand même comme... ça reste quand même que les personnes qui ont... la majorité des personnes qui ont de l'argent, on va se le dire, c'est pas le jeune Haboub qui est tout le temps sur Instagram puis sur Search puis même, c'est plus Régent qui a 75 ans puis qu'il fait du golf à chaque saison puis que lui, il va s'acheter un chalet au lac Mégantic. C'est lui qui a le cash, tu sais. Mais la business a changé certainement, évidemment, avec n'importe quel business qui change. Je pense qu'avec le courtage, le monde, il y a un élément qui a changé beaucoup, je pense, c'est l'avant-Internet et l'après-Internet. Il y a eu un gros changement, l'accessibilité. Là, le monde, avant, le courtier, il servait aussi à suggérer des maisons parce que c'était avec des MLS Book qui appelaient. Là. C'était comme t'appelais l'agence, puis là, ils te faxaient un papier, il y avait une photo de la maison, comme tu voyais rien. Puis c'était comme ça dans le temps. Là. C'était vraiment messed up. Ouais. Là, le client, il a accès sur Centris, etc., sur les sites, il y a accès aux propriétés. Ouais. Mais le travail du courtier, c'est pas juste... En fait, c'est quasiment pas de présenter une propriété. Là. Ça, c'est une infime partie de la job. La vraie job, il y a les éléments techniques, légaux et ainsi de suite, mais il y a énormément de psychologie. Ces temps-ci, là, depuis, je te dirais, 2 ans, je fais pas de courtage, là. Je suis comme psychologue. Là. C'est ça. ton père t'a pas aimé dans ta jeunesse. C'est vraiment, ton père t'a pas aimé dans ta jeunesse, c'est correct. Mets 25 000 de plus sur l'autre, puis après, on va se démerder après. Ce 25 000 va couvrir tout ce que ton père t'a pas donné. Ouais, c'est exactement ça. Oui. Motivational speaker, c'est rendu que je me promène, oui, let's go, on met 50 000 de plus, puis là, on l'approche comme, c'est grave, exact. C'est rendu ça la job un peu. Mais même pour toi, c'est psychologiquement parlant, comme même, il parlait, Émile, que genre des courtiers immobiliers, que comme c'est des acheteurs et que leurs clients, on est en train de visiter des maisons, des condos, et à un moment donné, ils font comme, ah, tu sais quoi, ça ne me tente plus, on laisse faire. Mais tout ce que tu as travaillé pour peut-être recevoir de quoi, mais finalement, tu fais comme ça tombe à l'eau, puis il faut que tu recommences à zéro. Il faut tout le temps que tu recommences à zéro. Fait que psychologiquement parlant aussi, toi, c'est de la job, là. Ben, oui, mais il ne faut pas oublier une chose, OK? Tu deviens courtier immobilier. Le monde, souvent, devient courtier immobilier parce qu'il pense à l'argent, à la facilité de l'argent. Okay? C'est souvent la tangente qui sort le plus facilement. Mais tu restes courtier immobilier. Okay? Tu deviens courtier immobilier. Souvent, le monde le devient à cause de l'attraction de l'argent facile, on va dire, entre guillemets. Mais tu restes comme courtier immobilier parce que ça devient une vocation. Ça ne devient pas réellement, en tout cas, personnellement, moi, je suis comme ça, puis je connais beaucoup de courtiers autour de moi qui sont aussi comme moi. Ça arrive des choses comme ça, puis c'est correct. Je veux dire, c'est le client, là, c'est pas parce que toi, tu dois faire une commission que le client va acheter une maison, là. Hey, regarde, tu sais. Il va acheter une maison anyway, c'est ça. Ouais, ou s'il décide qu'il n'achète pas parce que c'est pas le bon timing, puis tu as travaillé 3 mois, c'est pas grave, je veux dire, c'est l'intérêt du client qui compte avant tout. Avant tout, c'est ça qui compte. Qu'est-ce que lui il veut faire? Tu sais, c'est ça la réalité des choses. Puis s'il veut acheter, bon, tu l'aides à acheter. S'il ne veut pas acheter, that's it, that's all. Je veux dire, tu as travaillé 3 mois, c'est correct, je veux dire. Est-ce que c'est frustrant dans le marché de maintenant d'être un courtier acheteur? Je sais pas, c'est quoi le mot plus que frustrant? Est-ce que tu veux te pendre chaque soir? C'est plus ça la question. C'est vraiment... oui, c'est... Tu portes un col roulé maintenant pour cacher les cordes qui sont autour de ton pied. Comme lui. Je me lapide comme ça. C'est ça, tu portes juste du noir pour pas que ça saigne sur un chandail blanc. Avant même que le podcast était sorti, lui était comme « Je suis fatigué, là! » Mais oui, effectivement, mais regarde, les visites, c'est rendu incroyablement difficile à faire. Oublie les offres. On n'est même pas rendu à mettre une offre. Je suis allé visiter une maison ce matin à 8h30.
J'arrive 8h30. Visite, ça se faisait pas avant ça. Ça se faisait pas avant 8h30. Puis ça, là. Puis là, j'arrive là, je pensais qu'on était les premiers visiteurs parce que bon, j'arrive, il y a des visiteurs qui sortent. Là. Il est 8h20, il y a des visiteurs qui sortent le matin. Fait il y a ça, il y a un autre. Ils sont en train de boire du 5 hours. Ouais, c'est ça. Ils ont fait des visites de minuit à 3h le matin. Là. Ils n'ont pas le temps. Il y a vraiment des bantures. Il y a de la musique à minuit. Là. On va vendre je faisais une blague, je dis, on va vendre des tickets pour visiter la maison. Il va y avoir un cover charge. Là, tu vas acheter ton billet d'entrée, tu vas venir visiter, puis si tu l'aimes, là, on te rembourse ton prix de billet sur le... C'est un dépôt. Tu dois mettre un dépôt pour visiter. Perds pas mon temps. Ouais, c'est vrai. Il y a pas de... c'est difficile de faire des... En fait, il ne faut pas oublier qu'on est obligé de suivre les recommandations de santé publique. Fait que là, on est courtier immobilier, on doit gérer l'intérêt de notre client. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous, on a des engagements contractuels légaux. Là. Je veux dire, c'est pas être courtier immobilier, c'est pas je te monte une maison. Il y a beaucoup de responsabilités légales qui viennent avec la job que le monde n'a aucune idée. On pourrait être poursuivi. Peux-tu nous donner quelques exemples parce que tu es en train de nous apprendre beaucoup maintenant. Ouais. Quelques exemples, si tu les as off the top de ta tête, d'intérêt légal ou est-ce que toi, tu ne peux pas juste commencer à niaiser avec le contrat? Absolument. Par exemple, quand je mets une propriété en vente ces temps-ci où on a beaucoup de restrictions, etc., dans le contrat, c'est mentionné que je dois en tout moment protéger l'intérêt de mon client. OK? Donc là, qui est le vendeur. Dans ce cas-là, ça serait le vendeur. Bien là, moi, je dois arriver à une stratégie de mise en marché qui protège l'intérêt de mon client en respectant le cadre de les restrictions sanitaires. Fait que, où je limite, combien de visites je fais, comment je fais mes plages horaires. Je dois balancer les deux. Si je fais, mettons, je ne fais pas mes visites, ma mise en marché adéquatement, puis finalement, il ne vend pas à un prix ou que finalement, ça se vend à un prix, puis que le client il regarde et dit « Ouais, mon voisin, il a fait telle autre façon de faire, puis que ça a vendu de telle façon, puis à tel prix, il pourrait me poursuivre parce que je n'ai pas protégé ses intérêts. » Oh, wow, il peut te poursuivre. Absolument, pour les dommages qu'il a subis, parce qu'il aurait pu le vendre 25 000 de plus, par exemple, si on avait fait telle autre stratégie. Mais moi, je suis obligé de balancer mesures sanitaires, intérêt du client, tout ça en même temps. Je pourrais être passible de poursuite de mon client qui pourrait me poursuivre pour dommages et intérêts, par exemple. Ça, c'est un exemple. Tu sais, dans les contrats, comme je te dis, il y a beaucoup d'aspects légaux qui rentrent dans les deux. Même après la vente, c'est pas fini, là. Il y a encore un time-lapse où est-ce que tu peux te faire dire, comme tu peux te faire taper sur les doigts comme quoi, à cause de toi. Ben, je pense même pas sur certaines affaires, je pense que c'est à vie. Là. On est responsable à vie. On a des assurances responsabilités qui nous couvrent, évidemment. Holy shit. Mais il y a des choses, si j'ai fait des erreurs et des omissions sur un contrat, sur une façon de faire, ou peu importe, le client, je pourrais être poursuivi 25 ans plus tard, me dire, ben, il y a 25 ans, quand on avait fait, tu sais, il vend dans 25 ans, puis l'erreur que j'ai faite il y a 25 ans sort. Okay. Je suis passible de poursuite, là, je veux dire, tu comprends? Fait que, il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent venir. Fait que, faut pas oublier cet aspect-là. Ça rend la job tellement plus compliquée, man. Je veux dire, c'est... On n'est pas des wedding planners, là, essayer de... c'est ça. Si les fleurs sont pas belles, tu peux pas te faire poursuivre parce que les fleurs sont pas belles. Là. C'est pas... Non, pas à ce niveau-là, mais je veux dire, il y a des choses qu'il faut considérer. Mais quand ça vient aux visites, puis à la gestion de la visite ces temps-ci avec la pandémie, c'est vraiment exceptionnellement difficile. Tu veux limiter le nombre de personnes qui rentrent dans la maison, fait que tu essaies de limiter les heures et les contacts, mais là, tu as comme 12 000 personnes qui veulent visiter la maison en même temps. Je me dis, Haboub, tout le monde veut acheter la maison. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais? Puis là, il amène la tante, la mère, la grand-mère, tout le monde doit s'appliquer parce que tout le monde doit donner son opinion. Tu dis, non, c'est juste deux à la fois. C'est atroce. Fait que c'est vraiment compliqué. Ils viennent, ils veulent visiter. Tu fais des plages de 15 minutes pour essayer d'accommoder le plus de personnes possible. Ben là, ils viennent et disent, ben là, je ne vais pas acheter une maison de 500 000 en visitant 15 minutes. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un peu ça maintenant. Là, si je fais une demi-heure, je suis obligé de faire des visites pendant 3 mois. Ça ne fait pas de sens. C'est ça, exact. À un moment donné, il n'y a pas de réponse juste. On essaye de faire ce qu'on peut, le mieux qu'on peut, mais c'est extrêmement difficile ces temps-ci, effectivement. Mais... même si le marché, même si le monde sont tellement en train de se sauter, même si... C'est pas parce que c'est tellement occupé puis il y a tellement une forte demande que ça veut dire que pour les courtiers maintenant, c'est fucking incroyable. Au contraire, ça rend votre job une coche plus difficile parce qu'il y a tellement de gestion pour le influx.
exactement. Il y a des choses plus difficiles. Le monde qui dit, je sais pas, il y a un gars, je pense qu'il s'appelle Émile Khoury. Il a dit, pas besoin, tu mets la pancarte, c'est vendu le lendemain. Tu sais, je veux dire, une journée, c'est vendu. Ça marche pas comme ça. La gestion de l'offre multiple. La gestion de l'offre multiple, il y a des règlements fédéraux qui régissent ça. OK? Il faut que tu fasses les choses de la bonne façon parce que moindrement qu'un client a un doute, une des personnes qui a mis son offre, il y a un doute qu'il y a eu malfaçon dans la façon de la gestion des offres. Et tout. Non, il met une plainte sur toi. Tu te fais auditer. Il n'y a aucun courtier, je vous assure, les gars, il n'y a aucun courtier qui va se faire auditer par l'OASIC, par le gouvernement, parce que on est très attentif à, on doit suivre les lois canadiennes. Lorsqu'il y a une offre qui rentre, il y a un autre qui rentre, il y a un autre qui rentre. Qu'est-ce que je dois faire? À quel moment je dois faire quoi pour que tout le monde soit traité équitablement? Il y a beaucoup de choses qui rentrent. Puis c'est effectivement quand ça fait 12 offres que tu mets, puis que ça ne marche pas, puis là, tu arrives, tu es déjà frustré en rentrant dans la maison. Ton offre ne passe pas, là, puis tu as mis 50, 60, 70, 80 000 de plus, c'est sûr qui tu blâmes. Tu blâmes le courtier. Lui, c'est ça, exact. Fait que là, tu as la mèche courte. Fait que c'est sûr qu'il faut faire extrêmement attention. C'est pas tout le monde. Tu disais une affaire aussi, tu dis, aussitôt que tu connais le mot vice caché, tu deviens courtier immobilier. Pas sûr, je t'expliquerai c'est quoi vice caché. Tu nous parles, puis je pense que c'est un petit peu plus que juste le mot vice caché. Il faut que tu connaisses le mot vice caché et fonds de prévoyance. Là, tu peux devenir un courtier immobilier. C'est ça. Mais ces temps-ci, c'est extrêmement, extrêmement difficile. La gestion de tout ça, la gestion des offres, la gestion de la clientèle, la gestion des attentes. Mais n'oubliez pas, là, il y a les maisons en vente, il y a tout ça, là, les prix, blablabla. Mais en arrière, il y a un client qui a besoin d'une maison. Parce qu'il a donné son avis de non-renouvellement. Son propriétaire lui a dit qu'il doit quitter le 1er juillet et reprendre le logement. Lui a besoin d'une maison. Là, je veux dire, tu comprends? Qu'est-ce que tu fais? Lui est démotivé, là, il démolit. Toi, il faut que tu gardes la motivation. Absolument. Moi, je rentre le soir à la maison, je regarde ma femme, elle me dit « Salut, salut ». C'est fini. Non, tu dis, donne-moi 2 secondes, tu as une salle dans ta maison, c'est juste, toutes les murs sont brisés. Tu es juste en train de péter dans les murs. Tu enlèves ton col roulé, tu t'assois, tu mets ton pyjama, tu t'assois, tu allumes la chicha, tu es comme, OK, là, tu peux me parler. Exact. Mais c'est aussi, juste, tu peux le voir que la preuve qu'il y a tellement de réglementations, il y a tellement de choses que tu dois respecter que ta source de motivation, ça ne peut pas être juste l'argent parce que tu vas être exténué. Non, si c'est juste pour l'argent. Ça ne va pas marcher. Puis il y a tellement de règlements. Comme tu vas aller au Salvador, c'est pour ça que je suis comme genre, c'est tellement difficile le courtier, bro. Ouais, le Salvador, ils sont comme, je vais à la maison, 4 chèvres. OK! Puis c'est simple, tandis que là, bro, ici, c'est tellement de back and forth, back and forth. Comme tu sais, c'est ça. Le podcast, c'était beaucoup, et comme tu l'as dit, c'est du 2e degré, puis on est allé tellement en surface. Puis, comme je disais aussi, je vois le back-end un peu parce qu'on a de la famille dans l'immobilier. Lui aussi a de la famille dans l'immobilier. Ouais. Ce que tu me fais réaliser maintenant, c'est que moi, je le voyais plus de l'aspect du client-vendeur qui n'est pas dans une position où est-ce qu'il va être dans la rue. So, pour le client-vendeur, c'est chill. Il te regarde à toi et il est comme « Yo, Harout, tu sais quoi? Je veux vendre ma maison. » Il se lave les mains avant. Et comme moi, je m'en fous de la COVID. Rentre 1300 personnes ici. Toucher les cabinets, tousser sur ma fille, bro. Faites ce que vous voulez. Puis après, c'est toi qui es pogné pour réglementer les papiers et tout ça. Qu'est-ce qui te fait chier? Parce que là, c'est sans commentaire. Ici, on est sans filtre, OK? Okay. Je veux que tu roast. Pas que tu roast. Je veux que tu spill the tea. Je veux que tu nous talk shit un peu certaine. Je veux 2 trucs. Premier, quel genre de clients te sortent de toi? Je sais que tu dois rester politically correct parce qu'on ne veut pas que tu critiques tes clients. C'est quoi des habitudes qui peuvent faire en sorte que tu vas rendre la vie plus facile? Ça, c'est politically correct. Mais dis-nous, c'est quoi qui te fait péter un mur quand tu rentres chez vous d'un client? Un client qui... j'en ai pas beaucoup. J'en ai souvent pas beaucoup, puis quand j'en ai un, je le mets à sa place tout de suite. Ou même, tu peux même nous parler genre un de tes collègues de travail qui t'a raconté une anecdote, tu sais, c'est pas nécessairement, fait que là, ça inclut pas toi, puis même à ça va être, c'est un ami, genre, c'est généralement, des habitudes. 2 types de clients. Le premier, dans le marché actuel, qu'on a mis genre 10 offres d'achat déjà, puis on arrive sur une maison, bien, tout est bon, tout ça correspond. Bon, on se parle de prix, puis il pense encore qu'il peut négocier le prix ou comme, yo, tu vis où, là? Je veux dire, ça fait 12 offres qu'on fait, t'as besoin d'une maison, je me prends le soir qu'on part, pour que toi, tu rentres chez toi.
Tu vas... Oui, alors, tu vas s'en finir. Non, c'est fini. Tu dois le faire réaliser. Tu lui dis, yo, toi et ta famille, vous vivez dans la récréathèque. Maintenant, vous réalisez pas que vous êtes dans la rue. Il faut que tu trouves une maison. Là, c'est quand même des 12 off, mon gars. À la fin, c'est comme, yo, juste ferme ta À la fin, moi, je déménage. Tu vas en parfait, Thaïlande, bro. Je sais pas qu'est-ce que tu veux. Jacob, 12 off, je prends ça anytime aujourd'hui. S'il y a juste 12 off sur une maison, je suis comme le gars le plus content. Oh, ouais. J'ai compétitionné contre des 40 off, des 60. Il y avait une maison à la base, 64 off, il y a comme 2 mois. T'imagines? Fait que, comment tu détermines? Fait qu'il y a ça. Puis, yo, juste moi, ma mère me dit de la rappeler, puis je suis stressé. J'ai pas envie. Toi, tu dois rappeler pour faire excuse, on va devoir baisser ou on va devoir augmenter. Ta fille va avoir froid pour 2 autres mois. Vous vivez dans la rue, il va faire froid encore, préparez-vous. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a des clients comme ça. Tu dis que les vendeurs, ils sont contents, mais il y a une réalité pour les vendeurs qui est hyper compliquée ces temps-ci aussi, c'est que le vendeur qui dit « Ah, c'est le fun, je le mets en vente, je le vends, bang, overprice, overbid, c'est le fun. » Mais après ça, lui, il doit acheter, là. Ouais. Mais le problème, c'est il est dans... Là, c'est de... Il se crée dans la merde. En fait, lui, un vendeur est plus compliqué à gérer lors de l'achat qu'un acheteur comme toi qui habite chez sa maman puis qui boit encore le petit que sa mère a préparé le matin. Là. Parce que quand on vend, il y a des dates d'occupation et de notaire qui sont déterminées. Là, je dois non seulement trouver une maison, déjà c'est compliqué, il faut que j'arrime les dates pour que lui, il ne se retrouve pas à la rue. Là. Oublie ça, là. Il y a une... Tu me donnes envie de vomir en passant. Je veux ça. J'ai de l'anxiété maintenant juste à penser à ça. J'ai des frissons en ce moment, moi. Chaque fois qu'il y a un vendeur qui vend puis qui achète, puis que l'autre vendeur aussi achète, c'est exponentiellement compliqué. Là. Exponentiellement compliqué. Là, tu arrives 3-4 familles, les dates de déménagement, puis... Man, c'est vraiment... tout doit être calculé, man. À la lettre. Tout doit être calculé parce que ça se peut que le propriétaire, que genre, il y avait une maison de 725 000, que genre, le courtier lui dit « Hey, pendant une semaine, tu vas habiter à Holiday Inn, bro. » Ça va te coûter 18 500 d'hôtel. C'est ça. Mais c'est ça la réalité ces temps-ci. Les courtiers, qu'est-ce qu'il y a des trucs que les courtiers font qui te donnent envie de péter un mur? Oh my God. Sans mettre du monde à dos. Sans mettre du monde à dos. On assume la responsabilité de tes propos. Moi, je vais me faire poignarder par un courtier du proprio devant. Il n'y a même pas de courtier du proprio, mais un courtier va devenir du proprio pour me poignarder légalement maintenant quand on va sortir. Qu'est-ce qui te fait chier, toi, des courtiers maintenant, que des habitudes de certains courtiers que tu dis, de un, vous ruinez la réputation de notre industrie, et de deux, comme yo, t'es encore dans les années 1270, là. Réveille-toi, on n'est plus dans la même game. Ben, en fait, je pense qu'en ce moment, il n'y en a pas beaucoup, mais parfois tu peux en pogner, évidemment, c'est comme n'importe quel métier. Le monde qui ne démontre pas, les courtiers qui ont la capacité de démontrer de la flexibilité, par exemple sur les dates d'occupation et les notaires, mais pour raison X, Y, Z, ego ou peu importe, non, ils bluffent ou ils restent fermes sur leur point. Fait que ça complique la vie de plein d'êtres humains. Il y a un impact réel sur la vie de plein de monde. Là, ceux-là, comme je te dis, le soir, j'arrive, c'est une... Il y a un enfant arménien quelque part à Chomédie qui va se faire claquer pour ses notes parce que quelqu'un a voulu lowball quelqu'un d'autre. C'est ça qui va se passer. Okay. Il y a des moments comme ça des fois, mais sinon, c'est quand même des courtiers immobiliers ces temps-ci le standard des courtiers immobiliers est vraiment tout autre. Il y a 20 ans, les agents immobiliers étaient vraiment quelque chose de différent. Là. Il y avait beaucoup de « Hey, let's go! » Écoute, je vais te dire quelque chose. Ça, je suis content que tu l'as sorti parce que moi, j'avais mentionné un propos que quand j'avais réécouté la première fois, je me suis dit « OK, je peux percevoir comment le monde l'a mal pris. » J'avais dit un truc qu'il y a certains agents, que j'ai nommé agents, tu n'aurais pas craché sur eux il y a 5 ans. Maintenant, ils pensent qu'ils sont en train de snap et tout ça. C'est ça que je te parle. C'est le courtier qui, il y a 3-4 ans, tu le regardais, tu es comme, mais yo, tu te ferais même pas confiance à vendre ma fourchette. Ce gars-là, maintenant, dans une position, s'il a survécu les 3 dernières années en tant que courtier, mi-figue, mi-raisin, rien de trop sérieux. Là, maintenant, il pense qu'il est rendu tout ça. C'est plus ça que je suis en train de mentionner. Comme tu mentionnes, il y a certains agents qui ont fait persister cette image de « je suis courtier part-time ». Okay, je suis courtier, ce genre de choses-là. C'est juste ça que je voulais mentionner comme propos, mais
est-ce que tu as encore des courtiers maintenant que tu regardes et tu es comme, yo, Comment tu fais pour vendre autant de maisons? Comment tu fais pour vendre autant de maisons, man? Comme c'est qui que tu connais où? Ben, faut garder une chose en tête. Pensez à la logique des choses. Quand il y a une maison qui vient en vente puis il y a comme 25 offres d'achat, là, il y a 24 courtiers qui ne font pas d'argent. Là. C'est ça. Wow. C'est ça. Ils sont occupés, ils travaillent, mais il y en a 24 qui se passe, ils travaillent dans le vide, c'est ça. Ouais. Puis vu qu'il y a moins de maisons en vente, c'est pas tout le monde que c'est normal. C'est un marché assujetti à des... C'est un métier, je veux dire, assujetti à un marché, à des situations économiques. Il y a une sélection naturelle qui se fait. Tu peux toffer ou prétendre de toffer pendant un bout de temps, peut-être 1 an ou 2 ans, mais éventuellement, le marché va t'éliminer, veut pas, parce que tu ne peux pas subsister là, avec ce que tu fais. Mais il y a certainement du monde qui sont plus un peu style Habboub, Chomedi, tu sais, mais il y en a un peu. Il y en a dans tout. Il y en a dans tout. Dans tous les métiers. Il y en a dans tous les métiers. Il faut savoir travailler. Il ne faut pas oublier que quand je travaille, par exemple, avec un acheteur ou un vendeur, peu importe, je deal avec un courtier collaborateur, mon devoir, okay, puis moi je le vois comme ça, comme je dis, les courtiers avec qui je travaille, on regarde ça comme ça. On a un devoir lorsque la situation se présente, je n'ai pas de principe, je n'ai pas d'ego. Tous mes principes de la vie personnelle, tout ça prend de côté parce que j'ai un client qui a un réel besoin de nécessité d'habitation. Donc, le gars qui m'insulte, tu sais, je ne mettrai jamais mon ego ou la transaction en péril pour ça, même si le courtier, par exemple... même si le courtier, par exemple, c'est un Turc, tu vas mettre ça de côté, puis tu vas juste te dire, c'est pour la transaction, c'est le bon client. Mais après ça, tu vas quand même le tatouer 1915 sur son front. C'est sans commentaire, ça s'appelait. Que je vais faire mon devoir légal, je vais faire pour le bénéfice de mon client. Point à la ligne. Okay. J'avais une question. Y a-tu des méthodes que tu appliquais au début que aujourd'hui tu les appliques encore et il y a des méthodes que tu appliquais avant qu'aujourd'hui tu les mets de côté, que tu fais comme ça ne sert plus à rien, ça? Envers le client ou envers d'autres... Oui, absolument. Les signatures papier. Moi, j'ai été un des early adopters. Je pense en fin 2013, j'étais un des premiers qui a converti en électronique mes documentations. Mais même aujourd'hui, il y a encore des courtiers qui travaillent papier. Je trouve que le marché a changé, le besoin de la clientèle a changé. En tout cas, la clientèle que je sers, je veux dire, il ne voit pas de valeur ajoutée à ce que je les rencontre personnellement pour signer le papier. Si on veut se parler, il n'y a plus la poignée de main, là. Ouais. C'est ça, on se parle électroniquement de toute façon, vidéoconférence, etc. Donc, ça a beaucoup changé. Les médias sociaux. Fait que là, moi, là, tu ne peux pas me dire. Moi, je n'ai pas commencé il y a 4 mois à faire des médias sociaux. C'est ça. Moi, j'ai commencé en mars 2018. Je t'ai stock un peu. Lui, c'est stock. Lui-même, il s'est stock. Légalement, vous n'avez pas le droit de me roast. J'ai fait mon devoir légal. 6 mois plus tard, vous auriez pu, mais là, non. Mais les médias sociaux, je suis très présent. Ça doit beaucoup aider, J'ai une certaine audience genre ma grand-mère qui me suit, ma tante. Ma tante, leur tante. Puis là, je parle en français, je donne de l'information, puis ils m'écrivent en arménien. Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort dans la caméra. T'as coupé tes cheveux? Tu as perdu du poids, tu es très beau, mon fils. C'est comme, j'essaie de donner des tips. Les médias sociaux, on est rendu des influencers. J'aime pas le terme, je pense pas qu'on est des influencers, mais on doit avoir une certaine présence médiatique parce que une partie de notre travail, il y a un peu d'entertainment. Puis en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que vous voulez voir. Ouais. Toi, tu ne fais pas ton numéro. Toi, tu t'adaptes ton numéro pour ta clientèle. Qu'est-ce que ton audience aime? Je fais la même chose. Si tu ris juste les jokes, si tu fais les jokes que toi t'aimes, à un moment donné, le monde. Il y a une limite.
Puis je pense aussi, mais j'ai regardé une couple de tes vidéos sur Instagram, puis c'est ça, tu n'as pas l'air d'un influenceur. Je pense que tu donnes plus un type de genre, yo, moi j'ai pensé à ça, je le donne. Tu fais juste le lancer dans l'air. Puis je pense que tu as voulu rentrer dans les réseaux sociaux juste pour. Yo, c'est juste un outil de plus. Putain de merde, comme genre un gars qui fait de la construction, puis on lui donne un marteau, puis lui est borné qui est comme non, je vais le faire avec mes mains. À Richardbourg, il y a un marteau. Juste prends le marteau, bro. Ouais. Comme c'est ça. Il est là, là. Mais c'est là que je vois des courtiers qui vont vraiment l'utiliser comme s'ils étaient des influenceurs, qui vont faire comme on avait dit, comme genre you have to be a cook, you have to be a mom, you have to be this. Tandis que toi, c'est plus que tu le veux ou non, le fait que toi, ta job, c'est que je donne un exemple, tu vas donner ton opinion, tu vas donner un tip ou tu vas donner n'importe quoi sur Instagram, mais la job de la personne qui écoute ça, c'est pas de dire que tu as raison ou tu n'as pas raison. Sa job, c'est de faire ça m'a trigger, je vais faire des recherches. C'est exactement ça. Ouais. Puis je pense que ce qu'il faut mentionner, puis le fond de haine de Jacob et moi, c'est juste qu'on n'a pas le budget de s'acheter un drone. C'est pour ça qu'on est fâché contre les agents immobiliers, parce qu'ils ont tous des putains de drones incroyables. L'image, les agents ils ont le gel, c'est beau, ils sont là, puis nous, comme des mendiants, bro, on est en hoodie, en train de faire des podcasts amers par la société. On n'a pas fait un show depuis 2020. On a fait 125 $ les deux ensemble l'année passée, bro. Bro, ma fille n'a pas de drap pour dormir parce que je les ai pris pour le studio. Ma fille dort dans le froid. On va faire un GoFundMe. On va le mettre en bas de l'écran, les gars. Exact. Harout, une dernière question pour toi. C'est la dernière, ça c'est la question finale, puis la question la plus importante. Je veux que tu m'expliques la photo avec les bras croisés. Pourquoi est-ce que tout le monde doit avoir cette photo-là? C'est qui a commencé? C'est qui le précurseur? C'est qui le Da Vinci des photos à bras croisés? Les courtiers immobiliers, on connaît rien à l'art, on connaît rien, on n'est pas créatifs. Nous, ce qu'on fait, on devient courtier immobilier, on parle à un collègue, hey, c'est qui a fait ta photo? Je m'en vais là, le photographe, il me dit, mets-toi comme ça. Regarde comme ça, regarde-moi comme ça, un peu plus de. Clic! Je sais pas à quoi faire. Chaque communauté a son même photographe, que ça fait depuis 1963 qui prend toutes les photos. Tu es un nouveau courtier, on dit. Toi, c'est vague, t'as dit, va voir lui. Après, il y a un autre Libanais, c'est Charbil, lui a dit, va voir l'autre Charbil, c'est un photographe. Mais tu peux voir aussi les nouveaux courtiers immobiliers puis les anciens courtiers immobiliers qui prennent des photos parce que les nouveaux sont tous comme ça, les anciens sont tous comme ça. On est des chums! On est des chums. Oversized suits. Exact, oversized suits. Les lunettes qui sont comme ça, le Bluetooth. Oui, absolument. Je viens de faire mes photos en plus professionnelles. Ça fait une semaine. Je viens de les refaire parce que je ne ressemblais plus à mes photos. Fait qu'à un moment donné, mais c'est comme les courtiers que ça fait comme 40 ans. Là, j'arrive. Tu sais, qu'est-ce qui m'énerve? J'arrive sur un listing, je vois la pancarte, je regarde la photo, il y a la photo du courtier. Le courtier est là, puis je ne le reconnais pas. Je ne le reconnais pas. Il a pris 300 livres là, depuis la photo. Il a pris 300 livres, il ne s'appelle plus Julien, il s'appelle Julie. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit? C'est correct, mais dis le changement, bro. Il y a eu un cas comme ça récemment, le gars était là, je ne l'ai même pas reconnu. Là. Je ne l'ai pas reconnu du tout. Là, quand j'ai compris que c'était lui le courtier, là, j'ai regardé, je dis, hey, belle photo de jeunesse. Il a ri, mais il pleurait un peu aussi. Il voyait sa jeunesse. Il a ri, mais comme ça, comme. Absolument. Mais c'est pas évident de faire le travail de courtier, évidemment, ces temps-ci. En général, c'est un milieu qui est très, très compétitif, qui est très, très difficile. Il faut avoir. Tu sais, qu'est-ce qui fait. Je pense que tu m'avais posé une question. Qu'est-ce qui fait un bon courtier? C'est quoi? Qu'est-ce qui définit un bon courtier? Ouais. Ce qui définit un bon courtier, c'est beaucoup de connaissances. Il faut peut-être des connaissances en comptabilité, en loi, fiscale, construction, bâtiment. Exactement. Il y a énormément de choses en marketing, ou la mise en marché des propriétés. Tu n'as pas une seule tâche, tu dois connaître, parce que le client, il arrive, le client investisseur, par exemple, qui arrive, qui va acheter un immeuble, ben, c'est pas, je veux dire, il faut que tu comprennes c'est quoi les lois comptables et tout ça, de base au moins, qui s'appliquent, etc. Les lois de construction, urbanisme, zonage, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, au moins une certaine base. Tu n'es pas obligé de connaître absolument les réponses les plus précises, mais une bonne base. Parce que si tu ne connais pas, il faut que tu sois aussi quelqu'un qui a beaucoup de contacts rapides
d'accès est fiable. Quand tu es en offre multiple, puis c'est le bordel, c'est le branle-bas de combat, puis tu dois prendre des décisions on the spot, en tant que courtier immobilier, tu dois avoir un réseau humain fiable et rapide avec des réponses accurate qu'ils peuvent te donner parce que c'est ça qui peut faire la différence entre un bon move et un mauvais move ou entre faire le move ou ne pas le faire pour le client. Fait que des comptables, des fiscalistes, des inspecteurs en bâtiment, des contracteurs, tu sais, name it, là, tu dois connaître du monde que tu peux prendre le téléphone gratis, tu t'appelles, tu dis « Oh, Jacob, comment ça marche ça? » Puis Jacob va te donner la bonne réponse, puis tu peux te fier à sa réponse pour conseiller ton client. Ça, c'est un bon coup. C'est un gros réseau. C'est un gros réseau de connaissances parce que il faut pas tu vas acheter un ordinateur dans une boutique. Si le gars qui est en train de te vendre l'ordinateur connaît seulement la technique, par exemple, du keyboard, mais il ne sait pas c'est quoi les logiciels qui peuvent t'aider si tu es un musicien. Puis ça, c'est pas des connaissances de l'ordi, c'est des connaissances qui sont connexes, mais que tu as besoin d'avoir parce que, comme tu as dit, c'est vrai qu'un investisseur qui vient et qui t'utilise à toi comme agent, puis il veut acheter et il veut développer une tour ou il veut vendre une tour de 25 unités. Mais tu dois avoir des connaissances sur comment développer l'unité, comment market l'unité. C'est quoi est-ce qu'il y a des déductions que je peux avoir si je fais ci, si je fais ça? Tu remets en surface le fait que oui, tu vends une maison, mais vendre une maison, c'est. Il y a plein. C'est de la tuyauterie, c'est de la cuisine, c'est la toile, c'est tout. Absolument. Il faut que tu aies une certaine connaissance de base. Là. Au minimum, il faut que tu aies ça. Fait que ça fait. Je pense que c'est ça qui fait un bon courtier. Évidemment, il faut que tu sois un être humain à la base qui comprend la réalité de l'autre personne. L'empathie, ça fait un bon bout de chemin en tant que courtier. Personnellement, puis il y a beaucoup de courtiers, on fonctionne souvent par référence. C'est sûr que là, nous, n'importe quel immigrant a genre 14 cousins qui sont courtiers immobiliers à Laval. Je veux dire, c'est inévitable. Fait que, c'est ça qui fait des chicanes de famille souvent. C'est ça. Tu vas aller vivre avec moi? Il n'est pas venu avec moi, il est allé avec l'autre. Il a payé trop cher. Tu regardes ta femme et on va pas au mariage, c'est fini. C'est fini. On met 25 $ par personne. C'est ça. On va prendre l'argent de la boîte. C'est ça. Fait que, il y a ça, mais je vais vous faire rire. Tu m'as dit quel type de client que j'aime pas ou la famille. Ça, c'est une attaque gratuite. Là. Je vais le faire. C'est une attaque gratuite, sans commentaire. Le client il me demande conseil pour investir, puis tout ça, je l'amène un immeuble, je dis oui, le prix est adéquat, puis tout ça. Puis, tu sais, comme c'est un bon prix, achète-le, puis tout ça. Puis il me regarde, il me dit, OK, mais si c'est un bon deal, pourquoi toi, tu ne l'achètes pas? Oh, mais mierda, vos! J'en ai pas besoin! Non, mais je ne peux pas acheter la ville au complet. Je veux dire, OK, mais ils doutent que, tu sais, ils veulent voir. C'est ça, pourquoi? C'est tellement une question qui est genre, ben yo, j'ai pas 350 000 de cash down de côté maintenant, j'ai un enfant qui arrive. J'ai déjà ma maison, j'ai ma propriété, comme non, je suis bien où je suis, fils de pute, comme. Mais tu sais quoi, des fois, tu devrais leur dire, tu sais quoi, t'as raison, puis là, t'achètes l'unité juste pour l'envoyer chier, tu t'endettes, tu te crées des ulcères, mais t'es comme, fuck lui! T'achètes, tu le démolis, tu l'auras pas, cette maison-là, je vais pas te le donner. Ni moi, ni toi, personne va l'avoir. That's it. Tu voulais savoir la maison, la propriété la plus chère que j'ai vendue, je pense. Parce que ça va bien clôturer, je trouve, parce que la conversation a commencé avec nous sur le marché maintenant. Ouais. Je veux savoir ton plus gros bid ces temps-ci ou à jamais? Ou jamais. À jamais, je vais dire à jamais, c'est 1 655 000. Ça, c'est mon plus gros bid. Et mon plus petit, c'est 160 000. Hein? Pour moi, les deux équivalent. Pour moi, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre parce que les deux clients, j'ai encore le contact avec. Ouais. Tu sais, je suis en contact avec tous mes clients. Fait que c'est pas parce que c'est le plus gros ou le plus petit que j'ai une préférence. Ça se peut que l'unité que tu vends à 160 000, le gars, il part une business puis qui finalement, il y a un influx d'argent qui a explosé en 2 ans. C'était peut-être un jeune qui n'avait pas les moyens de se payer autre chose. Puis que plus tard, si tu es resté en bon contact, ben, ça va finir avec une unité à 2 millions. Tu ne peux pas savoir. Absolument. Une autre clarification que je vais amener sur une note peut-être un peu sérieuse. Le monde a cette perception des fois que c'est le notaire qui fait beaucoup du travail. Le notaire a son travail, effectivement, de vérification de certains documents. Mais il ne faut pas oublier qu'un bon courtier, je reviens là-dessus, un bon courtier, c'est quoi? C'est que lorsque la transaction arrive chez le notaire, il n'y a rien. Il fait juste, ton client se présente,
mes 2 signatures, puis il s'en va chez lui, puis that's it, that's all. S'il y a des choses que le notaire doit faire des vérifications, puis qui vont sortir, puis que, etc., c'est pas nécessairement le travail du notaire. Le travail du courtier, c'est de capter tout ça, puis les régler d'avance, parce qu'il ne faut pas oublier, moi, j'ai l'intérêt de mon client à cœur, ben, légalement aussi, puis l'autre courtier a l'intérêt de son client. Par contre, le notaire, c'est un officier public qui doit gérer l'intérêt des deux équitablement. Fait que quand tu es dans une situation de mésentente ou de nouvelle information qui pop, le notaire n'a pas toujours les réponses de tout ce qui s'est passé avant, de comment que les négociations se sont passées. J'ai eu un cas récemment, un notaire m'a appelé pour... en fait, mon client m'a appelé, il m'a dit, c'était un acheteur, le client m'a dit, on va faire le notaire 1 mois plus tard apparemment. Le notaire m'a donné le rendez-vous, mais ça va faire 1 mois après l'entente qu'on avait. Je dis, non, attends, j'ai appelé le notaire, j'ai parlé avec le notaire a dit, ouais, ben, j'ai parlé à l'acheteur, j'ai parlé au vendeur, je les ai informés parce que le vendeur, je sais pas, il est en voyage, qu'il va revenir. En fait, il s'en va en voyage, peu importe, il veut pas, il veut le décaler. J'ai expliqué au notaire que, j'ai dit, le prix qu'on s'est entendu puis les conditions qu'on a, j'ai dit, ça fait partie de la négociation. Le fait qu'on signe cette journée-là, on a été obligé de payer plus au vendeur, nous, dans la négociation, pour le signer plus tôt. Fait que là, c'est comme si tu mets ça à la poubelle, tu dis, ouais, on le signe un mois plus tard. Ben, mon client a payé, puis finalement, tu comprends? Ouais. Il y a beaucoup d'éléments qui sont préfaits avant, que c'est les courtiers qui gèrent. On est du monde de solutions, puis solutions, psychologie, c'est ça qu'on fait. On aide le monde à acquérir, à passer à une étape de leur vie prochaine. Puis je pense que c'est effectivement apprécié. Là. C'est sûr que le marché, des fois, ça rend les choses difficiles. Fait que la personne facile à pointer du doigt, c'est ce qui apparaît en premier. C'est le courtier. Puis je comprends ce que tu mentionnes. C'est sûr que chaque job dans le milieu, on était tellement en surface aussi. Comme on a parlé 25 minutes, puis nous, c'était juste pour déconner, mais il y a une responsabilité légale qui vient de tous les côtés. C'est comme un château de cartes où est-ce que le notaire peut être comme, OK, mais par exemple, le courtier n'a pas fait ça, comme le courtier peut être comme, oh, pourquoi le notaire est en train de fuck avec ma transaction? Parce que ça va tout repousser. Je pense que c'est comme un feng shui ou un genre de yin-yang de tout doit balancer pour tout le monde, puis tout le monde est tellement stressé, puis la vie de tout le monde est tellement merdique qu'une fois que ça clique, en réalité, les gagnants, souvent, c'est les acheteurs. Les acheteurs ou les vendeurs, c'est les individus. C'est ni le courtier, ni le notaire. Le notaire est comme, je me fais sous-payer. Le courtier est comme, yo, on a payé 20 000 $ de plus pour l'unité. L'autre agent est comme, yo, il y a un autre, ils étaient supposés être avec moi. Tout le monde est en train de puncher dans les murs. Tout ça pour dire que tout le monde a un mur chez eux qui a plein de trous. qui est niqué, Il y a un mur qui est dédié, bro. Qui est dédié dans l'immobilier. Ça s'appelle le punching bag. Fait que, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous parler. On veut te mentionner, merci beaucoup de nous avoir approchés à la base avec tellement d'humour puis tellement de compréhension. Tu m'as pas approché avec l'ego, moi je t'ai répondu avec le contraire de l'ego. Je me suis mis en nu, je t'ai dit, écoute, on aurait écouté l'épisode, puis oui, on a l'air de retarder à certaines parties. À d'autres parties, tu as compris, toi, que c'était un show d'humour. On a vraiment réussi. Merci de supporter le podcast en passant. Tu es le sponsor du mois de mars et avril, c'est vraiment apprécié. En fait, c'était la perfection, là. Comme je t'ai dit. C'était incroyable. Ça, je trouve ça nice, puis on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé parce que il y a du monde qui le prennent avec ego, puis il y a d'autres mondes qui voient une opportunité. Il y a du monde plus smart qui font comme, OK, eux autres, on va collaborer. On va collaborer parce que cette discussion-là, maintenant, c'est une discussion ouverte. Tu nous as roasté sur ce qu'on avait dit, puis tu les as mis en surface, puis là, c'est comme quand tu fais une connerie sous, puis là, quelqu'un te les fait réaliser sobre, puis t'es comme... Mais tu réalises que c'est pas la personne comme telle, c'était le feu du moment. Tout le monde qui écoute sans commentaire, allez follow Harout, HAROUT.Tachejian, TACHEJIAN, courtier immobilier du proprio direct, courtier immobilier proprio direct, un gros hustler. On respecte vraiment par-dessus ton dévouement à la job, puis tu es super, tu as tellement de connaissances par rapport au milieu. On apprécie vraiment que tu as apprécié l'humour, puis tu as apprécié le back-end. Tu as vu plus loin que ce qui était en surface. Harout, HAROUT.Tachejian, TACHEJIAN. On va laisser tous les liens dans la description. Si vous avez besoin d'acheter et vendre, allez rendre sa vie misérable. Je veux que vous inondez-le de travail. Viva la raza arméniana!